Ils ont le projet fou de tokeniser la rénovation et l'ameublement immobilier. Ils sont français et aujourd'hui j'ai la joie de pouvoir poser quelques questions au CEO de Maïki. T'as toujours rêvé de modéliser en quelques clics ton bien immobilier, que ce soit pour faire de la rénovation, pour de l'achat-revente ou pour un investissement locatif, ou alors que ce soit pour ta résidence principale. Et bien justement, c'est ce que va permettre Maïki. Dans cette vidéo, on va recevoir Abel, le CEO de Maïki. Il a bien voulu nous rencontrer pour que je puisse lui poser quelques questions. D'ailleurs, si jamais au fil de l'interview, il y a des questions qui viennent, n'hésite surtout pas à utiliser la rubrique des commentaires juste en dessous de cette vidéo. C'est fait pour ça et on posera directement plus tard ces questions-là à Abel. Avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, moi c'est le Captain, j'anime cette chaîne depuis 2020, on y parle crypto-monnaie et investissement, et si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu. Ces 3 petites actions, c'est l'unique méthode complètement gratuite que tu peux utiliser pour pouvoir supporter la chaîne. Donc Maïki, c'est une plateforme Web3 qui est reliée sur la blockchain, qui va révolutionner les outils de modélisation et de rénovation, et tout ça intégré sur une plateforme sécurisée sur le réseau Web3. Des équipes viendront scanner en 3D ton bien afin qu'il soit modélisé au pixel près, et que du coup tout le monde ait une notion très claire de tous les espaces ainsi que les encombrements. Ensuite, cet outil pourra être connecté entre toi, tes maîtres d'œuvre, tes artisans, etc., etc. Je te mets dans la description de cette vidéo tous les liens nécessaires si jamais tu veux en savoir plus sur Maïki et pourquoi pas si jamais tu veux devenir investisseur. Sans plus attendre, on rejoint Abel, le CEO de Maïki, pour une interview exclusive. Salut Abel, ça va? Bien et toi? Impeccable, merci de venir sur la chaîne. Du coup, pour ceux qui connaissent pas Maïki, comment tu peux décrire le projet en quelques mots, quoi, à quoi ils peuvent s'attendre une fois qu'ils vont dessus sur le site? Alors, aujourd'hui, le projet Maïki, on est dans du RWA, qui donc s'applique aux jumeaux numériques, c'est-à-dire que Maïki, la mission aujourd'hui, c'est de digitaliser le parc immobilier français, européen et international en y implémentant un maximum de données, le tout drivé au travers de la blockchain et du Web3. Donc en gros, aujourd'hui, Maïki, on accompagne la dynamique de la rénovation du parc immobilier. Donc on parle du parc immobilier existant, ancien, qu'on va digitaliser, numériser, en créant un double numérique dans la blockchain et qui va être à chaque étape horodaté sur toutes les interactions que le bien va générer entre les différents acteurs liés à l'immobilier, que ce soit les artisans, que ce soit le propriétaire, que ce soit tout ce qui est des industriels, de l'équipement, de l'ameublement. Maïki amène l'immobilier, la transformation de l'immobilier dans un environnement numérique Web3. Du coup, ça m'amène à l'autre question. En quoi, le RWA Web3 sur l'immobilier, il y en a quand même pas mal. Et en quoi Maïki est différent en fait de toutes les autres plateformes Web3? On parle de surtout digitalisation, tu parlais de ce qui existe déjà, le parc existant, c'est surtout ça qui est particulier? Tout à fait. Nous, la particularité, c'est que oui, on est dans le Web3 et oui, on est sur du digital, mais on est sur du concret et on est sur des biens réels et existants. C'est-à-dire qu'on part d'un besoin de l'utilisateur, qui est le particulier, qui consiste à rénover son parc, enfin son bien immobilier, à le réaménager ou tout simplement à le redesigner. Et en fait, on va numériser le bien tel qu'il existe à l'instant T pour que le double numérique soit à l'exact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on s'en tient à la version du métaverse, celle qui a été impulsée par Meta ou autre, c'est on part d'un environnement numérique, mais qui n'est pas la représentation de l'existant. Il n'a pas d'application concrète dans le monde réel. Chez nous, tout ce que tu vas réaliser dans le jumeau numérique impacte forcément le monde réel. Et je dirais même, ça part du monde réel pour s'ancrer dans le jumeau numérique. Pour illustrer plus simplement, tu dois rénover ta cuisine, tu vas faire appel à nous, on va numériser ton espace et on va te permettre de réaménager totalement ta cuisine en intégrant toute la dimension plomberie, électricité, maçonnerie, carrelage, peinture et en intégrant l'ensemble des corps de métier qui sont liés à ces étapes-là. Et ça, on va l'enclaver et l'encapsuler dans la blockchain pour que chaque intervention de chaque interlocuteur soit archivée, soit implémentée sous forme de NFT, et donc par conséquent infalsifiable,
Un tel ne pourra pas te dire que c'est pas lui qui a fait cette modification-là, puisque on l'aura archivé dans la chaîne. Et le positionnement est différent par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis RWA, c'est pas par rapport à un terme générique ou comment on appelle ça, un buzzword. On est dans une dynamique concrète. C'est l'application du numérique dans le monde réel. D'accord, ouais, donc on est sur une grosse fidélité entre le numérique et le réel, et en gros, il y a une équivalence avec ce qui s'est fait dans le monde réel par rapport à ce qui se fait après dans le jumeau numérique. Ça permet d'avoir une traçabilité de tout, quoi. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a vraiment mis l'accent sur la notion de BIM, parce que donc, si tu connais un petit peu le BIM, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui dans l'immobilier, et c'est ce qu'utilisent les professionnels de l'immobilier, tout ce qui est architecte, promoteur. Mais aujourd'hui, c'est utilisé sur les gros ensembles parce qu'on est sur une grosse machine, c'est quelque chose d'assez complexe. Le BIM va te donner de la data sur le bien et va permettre de délivrer aux acteurs terrain les différentes étapes du process de conception d'un bâtiment. Donc ça va être tout ce qui est je dirais les fondations, tout ce qui va être les différents corps d'étape, le second œuvre, ça va être tout ce qui va être isolation. Et chaque étape, en fait, comporte ses normes et ses nomenclatures. Et aujourd'hui, le BIM, il est utilisé par les professionnels, mais il n'est pas amené sur le terrain. Il y a une difficulté à amener le petit artisan qui fait pas d'informatique à utiliser le BIM. Et aujourd'hui, Mahiki permet, parce que l'objectif c'est ça, c'est que même un enfant de 8 ans doit pouvoir utiliser la solution logicielle. Et donc l'objectif c'est que l'artisan sur le terrain qui n'a pas le temps de se former sur les logiciels fasse du BIM sans s'en rendre compte. Donc en fait, la maquette, le jumeau numérique qui représente le bien existant, il est fidèle au millimètre près. Pour que si j'envoie ta cuisine à un menuisier qui doit te faire le mobilier de ta cuisine, s'il n'est pas sur place, une fois livré, la cuisine s'insère dans les murs au millimètre près. Et on n'a pas ce défaut aujourd'hui de devoir à chaque fois faire déplacer quelqu'un pour prendre des mesures dans tous les sens avant de commencer à travailler. D'accord, ouais. Donc ça répond plus ou moins à la question que je vais te poser juste après. Quel problème va résoudre Mahiki finalement ? Et quelle est la mission en fait de ce projet-là ? C'est de pouvoir faciliter l'intégration de tout ça chez Monsieur Tout-le-Monde, quoi. C'est bien ça en fait. Tout à fait. Le problème aujourd'hui qu'on veut résoudre, c'est un problème, je pense que on a tous rencontré à un moment donné en tant que propriétaire ou même locataire arrivant dans un nouveau habitat, c'est de se l'approprier et entre guillemets de retirer les traces de l'ancien occupant et de le designer, de le mettre à notre goût. Il y a soit tu es compétent et tu vas faire les travaux toi-même et dans ces cas-là, il n'y a aucune problématique. Soit tu vas projeter les travaux et il va falloir le budgéter, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de mettre un coût sur la peinture que tu dois faire, sur les étapes avant d'arriver à la peinture, si tu veux casser un mur, si tu veux refaire le parquet, etc. Et aujourd'hui, Mahiki va amener à l'utilisateur la possibilité de sécuriser ces différentes étapes. C'est-à-dire que avant même de commencer mes travaux, je vais pouvoir avoir un budget. Avant même de commencer à dépenser le moindre centime, je vais avoir une visualisation de ce à quoi ça va ressembler. Et une fois que j'ai atteint, je dirais, la modélisation idéale du bien dans lequel je voudrais habiter, Mahiki va te connecter avec un ensemble de prestataires, d'artisans qui vont être en capacité de te délivrer cette prestation et les mettre en concurrence pour que tu sois sécurisé. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu es propriétaire, mais quand on fait appel à des artisans pour faire des travaux, il faut les trouver. Ça, c'est déjà une première étape. Et ensuite, il faut les faire se déplacer pour qu'ils voient le chantier d'eux-mêmes et qu'ils arrivent à identifier la masse de travail à faire. Et ensuite, il faut qu'ils fassent un devis. Et ensuite, il faut qu'on arrive à caler l'agenda entre eux et les autres artisans et autres corps de métier qui doivent intervenir. Et en fait, la mission de Mahiki, c'est de sécuriser tout le monde au niveau de ces différentes étapes. Donner envie à l'artisan de venir te faire le devis parce qu'en fait, il y a un vrai bien réel derrière, avec un vrai besoin identifié. Tu fais pas un devis juste pour un devis, tu fais un devis parce qu'il y a un chantier réel à la clé. Et pour toi, en tant que propriétaire,
de choisir l'artisan qui aura la meilleure notation ou les meilleurs retours d'expérience terrain, qui sera recommandé par les autres. Parce qu'on s'appuie aussi sur la communauté autour du projet. D'accord, donc c'est une grosse essence blockchain, enfin crypto, tout ça, c'est-à-dire que on est vraiment sur quelque chose de communautaire et là où l'avis de tout le monde va compter en fait sur tout ça. Ouais. Moi j'ai aménagé un appartement en 2020, le dernier là, c'est vrai que c'était un peu compliqué, bon après j'ai un peu l'habitude donc ça a été, mais voilà, il y a toujours le maître d'œuvre qui arrive, il y a toujours des nuances entre la réalité et puis ce qu'il peut faire, il est obligé de repasser plusieurs fois, donc c'est vrai que c'est assez compliqué quoi. Et surtout, il y a aussi, comme tu l'as dit, donc il est obligé de repasser plusieurs fois, mais il y a aussi cette notion à la fois de maîtrise du budget, parce que qu'un projet évolue en cours de chantier, c'est normal. On a le droit de changer d'avis, on a le droit d'avoir envie de modifier les choses. Et puis des fois, il y a des contraintes techniques qu'on n'avait pas forcément initialement et qu'on découvre en cours de chantier. Mayiki va pouvoir résoudre ça parce que le jumeau numérique qu'on réalise pour le client avant le démarrage du chantier, on va informer la maquette, c'est-à-dire on va la renseigner au maximum sur ce mur est porteur, ce mur est pas porteur, sur le réseau électrique passe là, le réseau plomberie passe là, pour éviter en fait tous les errements et toutes les erreurs qu'on peut avoir en phase de chantier. Mais pourquoi je te dis ça, c'est que dire à un artisan, bah pour finir la prise, je la veux pas sur ce mur-là, mais je la veux sur l'autre mur, en soi, en tant que donneur d'ordre ou propriétaire, ça n'a pas d'incidence, on ne se projette pas. Mais peut-être que pour l'électricien, c'est 2 jours de boulot en plus pour refaire le réseau électrique, pour te mettre la prise là où tu la veux, parce qu'en fait, il n'y a pas. Et certains artisans ont tendance souvent à dire « oui, on va faire ». Puis ils te présentent la facture à la fin. Et donc, on a un dépassement de budget. Et là, dans la dynamique, c'est que si effectivement, tu veux ta prise à cet endroit-là, c'est toi, en tant que propriétaire, qui va devoir la déplacer et la matérialiser sur le mur, et tu vas forcément modifier du coup le budget. Donc on va te l'impacter. Tu vas avoir l'information à l'instant T que si tu déplaces ta prise de ce mur-là à ce mur-là, ça représente tel budget. À confirmer avec le devis de l'artisan. Ok. Ouais, donc c'est aussi cet aspect dynamique entre le jumeau numérique, dès que tu vas le modifier, finalement on va avoir une mise à jour du budget instantanée. C'est ça. Tu me parlais du parc immobilier français et européen. Globalement, Mayiki veut s'étendre ou pour l'instant il y a une vision européenne, enfin française déjà j'imagine, mais après on veut s'étendre au marché européen ou quelle est votre vision en fait là-dessus? Aujourd'hui notre vision elle est sur le marché français parce qu'on démarre en France, donc forcément on doit d'abord acquérir le marché français. Maintenant, Mayiki, le projet s'assoit quand même sur une dimension internationale parce que l'objectif, c'est d'accompagner la rénovation du parc immobilier dans sa dimension énergétique et dans sa dimension éco-responsable. Et donc, en 2015, les accords de Paris ont entériné un accord sur 191 ou 195 pays à l'international qui se sont donnés pour objectif de rénover leur parc immobilier. Donc si je prends à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe, on est sur 220 millions de biens immobiliers. Et la législation pousse en ce sens en fait. C'est-à-dire que là, je lisais encore ce matin, le budget pour la France pour rénover le parc immobilier d'ici 2034, c'est 96 milliards. Et on est en train de parler de créer la banque de la rénovation pour accompagner cette dynamique-là. Parce qu'il y a un vrai besoin, en fait. Le parc est vétuste. De manière générale, les pays occidentaux ont un parc qui est quand même vétuste et qui a été conçu avant les années 50. Ah, d'accord, donc il y a un vrai marché avec un vrai besoin et ça se limite pas que à la France finalement, parce qu'on est sur un réseau global mondial, quoi. Alors si moi je suis investisseur, pourquoi je devrais investir maintenant dans Mayiki et pas attendre 6 mois qui a un peu plus de recul? Alors, en matière d'investissement sur Mayiki, déjà aujourd'hui on n'est pas sur un appel à l'investissement public, donc on est essentiellement sur des investisseurs qualifiés. On a une stratégie d'acquisition pour nos investisseurs qui se passe au travers de notre site. On a créé un espace spécifique pour les investisseurs avec toute l'information et
tout l'aspect compliance MiCA, donc ça c'est très important pour nous. Mais l'intérêt aujourd'hui de participer dès maintenant, je dirais que on a conçu MyIki comme étant un outil accessible au plus grand nombre avec un ensemble d'outils et de services. Donc aujourd'hui, entrer maintenant dans MyIki, c'est pouvoir expérimenter les différents services et les différentes fonctionnalités en amont avant tout le monde. C'est vraiment ça que ça va permettre de générer. C'est-à-dire que on travaille dans une dynamique, par exemple, je vais parler de Futures là, mais la notion d'avatar, la notion de gamification, de l'aménagement et de l'équipement de la maison, ce sont des éléments qui vont être accessibles, on va dire, à nos early adopters. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on positionne la chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que par rapport aux investisseurs qui participent maintenant, ils ont accès à la sandbox avec tout un ensemble d'expérimentations. Alors la sandbox, elle est déjà bien évoluée, hein. Il y a une partie de l'équipe qui estime qu'on a déjà un produit fini. Pour moi, il ne répond pas au cahier des charges final tel que je veux le mettre à disposition de l'utilisateur final. Mais voilà, on va ouvrir la sandbox avec un ensemble de fonctionnalités qui vont être accessibles aujourd'hui. Parce que, pour être clair, la tokenomics, elle est bien calée. C'est-à-dire qu'on a un utility token qui est le MAC, qui permet en définitive de débloquer toutes les fonctionnalités au sein de l'environnement MyIki, d'accord ? Et on a un second token qui est le VMAC, qui lui est le token, je dirais, communautaire, celui qui permet d'avoir voix au chapitre et de participer à l'orientation du projet, que ce soit côté particulier ou côté professionnel. Parce que l'objectif, c'est vraiment ça, c'est qu'on est sur un projet communautaire, qu'on va amener dans une dimension nationale, régionale, locale, jusqu'à la dimension quartier, pour avoir quelque chose qui soit vraiment au plus proche du terrain et au plus proche du besoin. Du coup, tu me parlais de tokenomics. Quelle est la stratégie et quel est le plan pour sécuriser sur le long terme la valeur du token ou des tokens? Aujourd'hui, on a, donc comme je le disais en amont, on a deux types de tokens. On a donc l'utility token d'un côté et de l'autre le token de gouvernance. Et je dirais qu'on a utilisé des mécanismes qui sont quand même assez généraux. Donc déjà, la notion de vesting long, à la fois pour le fondateur, donc moi, et pour les membres de l'équipe, ainsi que pour nos advisors, donc tout ce qui est partenaire stratégique. Donc on est sur un vesting qui est particulièrement long, qui va de 4 ans à 15 ans. Et on a également la même dynamique sur le token de gouvernance. Et même sur le token de gouvernance, on est sur un système de vesting long cumulé en fait avec un déblocage long. C'est-à-dire que il y a, pour sécuriser vraiment l'orientation du projet, parce qu'on est sur un projet qui se veut ambitieux, avec une vraie mission à la clé, le fondateur a une grosse participation sur le token de gouvernance. Mais l'objectif, c'est de rendre la voix à la communauté. Et donc, de manière progressive, en fait, la participation détenue par le fondateur se réduit sur le temps. Voilà. Donc, progressivement, on rend la voix à la communauté sur 15 ans. Pareil, de manière dégressive, en fait, la participation et le pourcentage détenu par le fondateur se réduisent. Ensuite, on a un système d'anti-wall qui a pour objectif aussi de limiter ce côté un peu je dissémine plein de portefeuilles et je fais plein d'acquisitions et en définitive, il n'y a que moi qui décide. Donc, on a des mécanismes de blocage au niveau de la participation sur la gouvernance. Et comment dire ? La tokenomics, elle est tournée pour que la valeur même du token, je vais parler de l'utility token en soi, on soit pas sur du système de pump and dump, c'est pas l'objectif en fait, parce que si on veut avoir un projet qui soit périn sur le long terme, parce que là on est parti sur quelque chose, digitaliser le parc immobilier à l'international, ça se fait pas en une matinée, ça se fera pas non plus en 2 ans, et derrière on est quand même sur
Alors, on ne parle pas d'actifs à proprement parler, parce que ce qu'on digitalise et ce qu'on tokenise, c'est le jumeau numérique en lui-même. Mais ce jumeau, il représente aussi je vais dire un gros mot, mais le patrimoine du propriétaire. C'est-à-dire que c'est son patrimoine historique. C'est un peu une certification, quoi. C'est ça. L'important, c'est dans 20 ans, je veux pouvoir comprendre pourquoi j'ai une fuite à tel endroit du mur et savoir qu'elle est archivée, qu'elle a été entrée dans le jumeau numérique et que j'ai l'information et que je sais comment le régler. Donc aujourd'hui, la valeur du token, elle se fait par l'usage. Déjà, ça, c'est le premier point. Et ensuite, on a toute une dynamique de burn qui se fait naturellement. C'est-à-dire que je vais faire appel à 3 artisans pour faire mes devis. Donc, si je dois faire un devis plomberie, je vais consulter 3 plombiers. Et je ne vais retenir qu'un devis. Pour réaliser un devis, il faut que je consomme du token. Et le token consommé va transformer un devis en NFT. Sauf que moi, en tant que propriétaire, l'artisan qui a fait le devis et que je ne retiens pas, j'ai pas envie qu'il ait accès à l'information de mon jumeau numérique et je veux surtout pas qu'il voit à quoi va ressembler mon bien une fois réaménagé, une fois que j'aurai validé les devis et que j'aurai fait mon chantier. Donc en fait, lui, je vais lui brûler son NFT pour faire en sorte qu'il n'ait plus accès à l'information. Donc en fait, j'ai toute une mécanique et toute une dynamique qui fait que constamment, en définitive, j'ai des flux qui sont au plus proche de la réalité du fonctionnement du terrain. Parce que c'est ce dont on a besoin. L'idée, c'est que chaque opération réalisée dans le bien corresponde à un token. Que chaque archivage corresponde à un NFT et que ce dont je n'ai pas besoin, je le rende inaccessible et infalsifiable. Donc en fait, on a trouvé, donc là, on a travaillé aussi avec Bertrand là-dessus. Donc Bertrand, c'est notre expert blockchain, qui est un vieux de la vieille dans l'univers blockchain. Hein. Il est aujourd'hui ambassadeur sur différents événements Ethereum et compagnie. Et on a fait en sorte d'avoir une architecture qui soit la plus safe possible. Voilà. Et qui préserve le modèle économique de tout impact extérieur. C'est-à-dire que dans la mesure où on n'est pas sur de la spéculation, quoi qu'il advienne sur les marchés, c'est censé n'avoir aucun impact chez nous, puisque ça n'a aucun corrélaire avec nous. Donc du coup, à quoi va ressembler concrètement l'expérience utilisateur sur Mayiki? Utilisateur, que ce soit propriétaire ou artisan. Donc voilà, aujourd'hui, par rapport à la sandbox et au jeu, ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé. Donc, tu arrives sur la version démo, donc tu choisis la langue, etc. Alors, on a encore de l'amélioration en UX à faire avant de le mettre en ligne, mais bon, on est vraiment sur la fin. Donc là, tu vois, typiquement, je suis dans mon environnement du jeu. Donc, l'objectif, c'est de dire, j'ai mon jumeau qui a été reproduit, donc je vois l'environnement dans lequel il est, d'accord? Je peux me promener dedans. Donc, admettons, c'est ton appartement qu'on a reproduit, hein, et on l'a reproduit à l'exact. Donc, tu as vraiment une vue de ce que ton appartement peut t'offrir dans la réalité. Donc là, tu es sur ton balcon, tu vois les autres appartements à côté, super. Maintenant, tu reviens dans ton bien et tu dis, en fait, il faut que je nettoie mon appart parce que je viens de l'acheter, c'était un squat auparavant. Donc là, je vais rentrer dans une mission de nettoyage. Et ce qui va être intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que je vais m'avancer sur le mur, je vais cliquer sur le mur et là, tu vois, j'ai une information. Utiliser la liste de sélection, donc je clique là. J'ai l'information sur la couleur, d'accord? La quantité que contient un pot de peinture et le coût de la peinture que je vais appliquer. Et donc, en fait, chaque opération va soit me rapprocher de mon objectif en termes de réalisation thermique, ou soit m'en éloigner. Mais j'aurai toujours l'information de manière constante. L'utilisateur, qui est le particulier, puisse visualiser à chaque étape de sa rénovation ce qu'il dépense, ce qu'il fait
et ce qui est nécessaire et ce qu'il ne veut pas faire. C'est-à-dire que je pourrais très bien démarrer avec de la peinture à la place de l'enduit. Le rendu ne sera pas le même. Là, par exemple, ici, j'ai peinture blanc uni. Donc il y a une dimension éducative aussi pour celui qui ne comprend pas vraiment les détails d'un devis, par exemple. Et moi j'aime bien l'aspect éducatif qu'il y a dessus. Parce que c'est vrai que quand on est, surtout quand on est investisseur, qu'on fait de l'achat-revente ou même qu'on fait de l'achat pour faire du locatif, quand on appelle un artisan et qu'on connaît pas vraiment ce qu'il y a derrière, on sait juste négocier les prix et faire des montages financiers, bah, avoir cet outil-là, ça permet de comprendre un peu plus et potentiellement se projeter différemment sur les prochaines affaires plus tard, quoi. Ouais, donc du coup tout à l'heure tu parlais du token VMic qui permettait à la communauté de participer à tout ce qui est décisionnel pour tout ce qui est DAO. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, voilà, comment fonctionne vraiment la prise de décision pour les différents corps de métier? Alors oui, donc le VMic, c'est un token de gouvernance qui est basé sur une supply de 5 milliards de tokens, et l'idée c'est qu'on est sur une prise de participation communautaire aux décisions, à la fois côté particulier, donc au niveau propriétaire, qui se fera par rapport à déjà un zonage géographique, c'est-à-dire que si je suis à Marseille, je n'irai pas me prononcer sur des décisions qui concernent le niveau local de Strasbourg, par exemple. Et il faudra aussi être propriétaire, forcément, avoir une certaine ancienneté. Et l'objectif aussi, c'est que je suis pas sur du spéculatif, donc l'objectif c'est pas de stocker du token pour stocker du token, il est plutôt de mettre du token en jeu pour ne pas venir en fait nuire à la prise de décision. L'utilisation du token permet de voter, mais les récompenses qu'on en acquiert sont des récompenses utilitaires par rapport à la plateforme. Voilà. Et ensuite, on a la partie plutôt professionnel, lié au SVP, c'est-à-dire au Professional Voice, c'est-à-dire que on va interroger celui qui est concerné, on va dire, par le vote, par la décision. Ça sert à rien d'avoir un menuisier qui se prononce sur ce qui concerne la plomberie, c'est pas son domaine, c'est pas son expertise. Et de la même manière, les décisions qui vont être stratégiques liées à la plateforme vont faire intervenir des professionnels par rapport aux différents sujets. Admettons, demain, on décide au niveau de l'équipe de prendre une décision qui a un fort impact sur le projet. On va consulter les professionnels qui sont concernés par cette dynamique-là. Donc le VMic, c'est vraiment le token aussi qui va guider les guildes, puisqu'on parlait de guildes tout à l'heure au niveau professionnel. Il y a la guilde, par exemple, des plombiers, mais il va y avoir la guilde par chantier. C'est-à-dire que chaque chantier est composé sous forme de guilde, avec un responsable de guilde qui a la possibilité de faire remonter des informations sur l'outil dans son utilisation au quotidien, pour qu'on puisse écouter les professionnels sur le terrain et qu'ils fassent remonter l'information à l'équipe, parce que l'objectif, c'est de développer un outil fonctionnel. Et plus on sera dans l'écoute et la participation des utilisateurs, et plus on aura l'outil le plus conforme. Voilà. Donc on va être optimiste du coup, et on va considérer que Maïki ça fonctionne. Comment tu vois l'impact de Maïki dans le monde, enfin au quotidien, dans 10 voire 15 ans? Oui, soyons optimistes. Donc, bon, nous, on a une vision long terme sur l'outil. Aujourd'hui, on s'engage sur un chemin qui est projeté à plus de 20 ans, parce qu'on va pas rénover 220 millions de biens en un claquement de doigts. Donc, on a forcément une vision long terme. Et si tout fonctionne bien, on est sur un outil qui va poser des bases déjà que l'on a déjà amorcé et sur lesquels on part, qui est que l'on veut être une solution avec une totale souveraineté. Donc on est sur un OS propriétaire, on est sur un moteur 3D propriétaire, on est sur une dynamique où on aura créé des SDK pour se connecter avec notre environnement, avec nos utilisateurs, pour agréger un ensemble de solutions complémentaires qui ont été créées autour de notre solution. Et
Et pour être vraiment optimiste, on est dans un usage de l'outil au quotidien. C'est-à-dire que chacun va utiliser l'outil au quotidien. Demain, je sais pas, soyons fous. Je veux faire mes courses, je vais aller cliquer sur mon frigo dans mon environnement Maïki pour voir comment il est rempli en fonction de mon dernier panier. Et je vais pouvoir lancer ma commande en fonction de ça, en fait. Et en même temps, je vais pouvoir contrôler l'état de mon frigo, de voir le niveau de garantie où il en est, de savoir si j'ai des entretiens à faire. Enfin voilà, je vais avoir un environnement représentant mon bien qui me projette vraiment dans une utilisation au quotidien et qui devient une sorte de norme en fait. Voilà, c'est plus comme ça qu'on le voit, c'est-à-dire qu'on aura dépassé le stade de la rénovation, parce qu'on l'aura fait, et on sera plus dans le vivre mon habitat au quotidien. Voilà. Je veux aller voir l'état de ma garde-robe, je clique sur mon placard et là j'ai, je sais pas, pourquoi pas mes dépenses annuelles. Enfin voilà, on est dans... Voilà, si on devait se projeter à 20 ans, voilà où on est aujourd'hui en termes d'ambition pour Maïki. Donc au-delà de la rénovation, qui est le sujet principal aujourd'hui de Maïki, on se dirige vers de la domotique améliorée, quoi, finalement. C'est déjà inséré aujourd'hui dans notre communication, c'est-à-dire que on intègre forcément la domotique parce que je vais donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, on parle du robot et de la robotisation à tout va, du robot individuel. Mais comme je disais dans un post LinkedIn il n'y a pas si longtemps que ça, c'est bien le robot, mais il va lui falloir une carte pour se déplacer. Ouais. Il lui faut un environnement pour pouvoir se mouvoir. Donc aujourd'hui, on va commencer avec ton aspirateur électronique que tu vas pouvoir suivre en nettoyage dans ton environnement 3D, avec ta caméra thermique, avec tout ce qui aujourd'hui est déjà présent en IoT. Mais on a un expert IoT pour ça aussi, pour interconnecter notre jumeau numérique avec ton lave-vaisselle, avec ton frigo connecté, avec ton sèche-linge connecté. Mais si on veut aller plus loin, oui, demain, ton robot qui va se déplacer dans ta maison, il faut qu'il ait un plan. Ouais. Et le plan, c'est toi qui vas le gérer. Et c'est ce qu'on construit aujourd'hui. Ouais. Petite question subsidiaire, j'y ai pensé tout à l'heure pendant qu'on parlait. Vous utilisez quelle blockchain actuellement? Enfin, est-ce que le projet c'est d'avoir... Alors tu parlais de souveraineté, donc j'imagine que ça va au-delà de ça, mais aujourd'hui vous utilisez une blockchain en particulier? Vous préférez vous relier à plusieurs réseaux différents? Comment ça se passe de ça? Aujourd'hui, compte tenu de la stratification de l'outil en fonction des utilisateurs, on ne peut pas s'appuyer sur une seule chaîne. Bon, forcément, on est parti sur Ethereum parce que c'est la solution pour nous qui est la plus solide et la plus facile à l'instant T, parce que l'objectif, c'est de faire quelque chose de solide et de sécurisé. Mais forcément, il y a une volonté d'avoir notre propre réseau, ça se fait pas comme ça. Et si on veut avoir un côté fonctionnel rapide, on va s'appuyer sur l'existant, mais on sera sur du multi-chaîne avec une scalabilité assez importante et une capacité à communiquer en multi-chaîne avec les autres solutions pour que les autres puissent venir se plugger et se connecter et que le flux d'informations soit convertissable assez facilement. Voilà. Mais oui, il y a une vraie volonté à terme d'avoir notre propre réseau. Oui. D'accord. La souveraineté, ça va avec en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On ne veut pas être impacté par le côté spéculatif qui entoure aujourd'hui le Web3 et la blockchain et la crypto de manière générale. Donc on est obligé de choisir une solution par défaut qui sécurise au maximum nos utilisateurs. Mais si on veut avoir une totale indépendance sur ce qui se fait et sur les mouvements, aujourd'hui, la meilleure solution, c'est d'avoir notre propre chaîne. Et alors, si je suis investisseur aujourd'hui et que j'ai envie de me tenir informé, il y a le site internet, il y a les différents réseaux. J'ai vu qu'il y avait un formulaire, c'est là que les investisseurs doivent se diriger pour avoir un premier pas vers la discussion investisseur, c'est ça? Aujourd'hui, avec notre juriste, on a vraiment fait un cheminement qui respecte toute la compliance MiCA.
pour à la fois préserver nos investisseurs et à la fois préserver le projet. Donc aujourd'hui, il y a un canal spécifique sur notre site. On a une page investisseur qui présente le projet de manière entre guillemets publique, ce qui est acceptable publiquement, et après de manière qualifiée, l'investisseur qualifié accède à un ensemble de données et d'informations, que ce soit un light paper plus complet, que ce soit un pitch deck, et si véritablement il y a un intérêt manifeste, il pourrait aller encore plus loin pour accéder à un second niveau avec une information plus complète sur le business plan, sur le prévisionnel, sur toute la stratégie de la tokenomics qui l'aidera et qui l'éclairera sur la décision de participer ou pas au projet. Tout à fait. D'accord, ouais. Donc de toute façon, dans tous les cas, dans la description de la vidéo, je vais mettre le lien vers le site, je vais mettre le lien directement vers le formulaire pour s'il y a des investisseurs qui sont intéressés. Bah écoute, merci beaucoup Abel pour tout ça. Merci pour l'échange, c'était super. Il n'y a pas de souci, ouais. Et on se retrouvera plus tard dans un prochain call. Alors si jamais le projet de Maïki t'intéresse, la première levée de fonds aura lieu dans les semaines à venir. Je te mets toutes les informations dans la description de cette vidéo pour que tu puisses suivre le lancement officiel de cette levée de fonds chez Maïki. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur les 3 boutons magiques, s'abonner, la petite cloche et le pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça remonte l'algorithme YouTube. Si jamais le format t'a plu, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires et n'oublie pas dans les commentaires à mettre aussi tes questions pour Abel si jamais t'en as. C'était le Capitaine, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes wallets, fais attention à tes cryptos et je te dis à la prochaine.